J'ai accouché à l'intérieur d'un camp de prisonnières allemands, seule, dans le noir, la main plaquée sur ma propre bouche pour que personne n'entende mes cris. L'enfant qui est né cette nuit-là n'aurait pas dû exister. Je n'aurais pas dû être en vie. Et l'homme qui était le père de cet enfant, un officier allemand de haut rang, a payé de sa vie pour m'avoir protégée. Je m'appelle Aveline Maréchal, j'ai 82 ans, et pendant 60 d'entre eux, j'ai porté un secret que personne n'était prêt à entendre. Non pas parce qu'il était honteux, mais parce qu'il défiait tout ce que nous croyons savoir sur ces années-là, sur la guerre, sur l'ennemi, sur ce qui se passe quand une femme française capturée croise le regard d'un soldat allemand qui devrait n'être qu'un bourreau de plus, mais qui, contre toutes les règles, contre tous les ordres, contre tous les risques, a décidé de la sauver. Quand j'ai été emmenée, j'avais 22 ans. C'était l'été 1943. L'occupation allemande étouffait la France depuis déjà 3 ans, mais dans la petite ville d'Épernay, en région Champagne, où je vivais avec ma mère veuve et mon frère cadet, nous tentions encore de maintenir une certaine routine. Je travaillais dans une boulangerie. Je me levais avant l'aube, pétrissais la farine rationnée, cuisais des pains qui avaient à peine le goût du pain. Les rues étaient remplies de soldats allemands. Chaque jour, nous voyions passer des camions, des femmes qui disparaissaient, des familles séparées, mais nous baissions la tête, nous allions de l'avant, parce que c'est ce qu'on nous avait appris à faire. Jusqu'à ce que, par une aube d'août, ils frappent à notre porte. Il était 4 heures du matin. Je dormais quand j'ai entendu les coups lourds contre le bois. Ma mère s'est levée la première. Je l'ai suivie, tremblante, pieds nus, en chemise de nuit. Quand elle a ouvert la porte, 3 soldats allemands sont entrés sans demander la permission. L'un d'eux parlait français avec un accent prononcé. Il n'a pas crié. Il a simplement dit mon nom. Aveline Maréchal. Comme s'il savait déjà qui j'étais, comme s'il m'attendait. Il m'a ordonné de m'habiller. J'ai regardé ma mère. Elle a serré ma main avec force, mais n'a rien dit. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle savait que n'importe quel mot pouvait aggraver la situation. J'ai enfilé une robe simple, un manteau léger. Je n'ai pas eu le temps de prendre autre chose. Quand je suis sortie par la porte, mon frère dormait encore. Je ne l'ai plus jamais revu. On m'a mise dans un camion militaire couvert d'une bâche. Il y avait déjà d'autres femmes à l'intérieur. Certaines pleuraient, d'autres restaient silencieuses, les yeux fixés au sol. Personne ne savait où nous allions. Personne n'osait demander. Le camion a roulé pendant des heures. J'ai essayé de mémoriser le trajet par les virages, par les sons, mais j'ai rapidement perdu toute notion de direction. Quand nous nous sommes enfin arrêtés, les portes arrière se sont ouvertes dans un bruit sec, et la lumière du jour nous a aveuglés un instant. Nous étions dans un camp entouré de barbelés, des tours de guet, des soldats armés. Tout était gris, tout était froid. Tout était calculé pour nous faire comprendre, immédiatement, que nous n'étions plus rien d'autre que des numéros. On nous a emmenés vers une zone de triage. Là, une femme allemande en uniforme impeccable nous a ordonné de retirer tous nos vêtements. Sans explication. Sans pitié. Nous avons obéi. J'ai senti la honte monter dans mon corps comme du feu. Certaines femmes tremblaient. D'autres restaient immobiles, comme des statues. Nous avons été fouillés, inspectés, classés. Je ne comprenais pas les critères, mais j'ai rapidement remarqué que certaines d'entre nous étaient marquées différemment, séparées, emmenées vers un autre baraquement. J'étais l'une d'elles. Dans ce camp, les femmes n'étaient pas toutes traitées de la même façon. Il y avait celles destinées au travail forcé, celles envoyées dans les usines, celles qui étaient utilisées, et il y avait celles qui disparaissaient simplement. Je ne savais pas encore dans quelle catégorie je me trouvais, mais j'avais peur de le découvrir. C'est le 3e jour que je l'ai vu pour la première fois. Il a traversé la cour centrale du camp avec la posture de quelqu'un qui porte l'autorité sans avoir besoin de crier. Grand. Uniforme impeccable. Le grade visible sur son épaule. Hauptmann, capitaine. Les autres soldats s'écartaient quand il passait. Il ne regardait personne, jusqu'à ce que ses yeux croisent les miens. J'étais debout, dans la file pour la distribution de la soupe claire qu'ils appelaient repas. Il s'est arrêté. Juste une seconde.
Mais cela a suffi pour que quelque chose change. Je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Je ne sais pas ce que j'ai représenté à cet instant. Mais il a rapidement détourné le regard, comme s'il avait commis une erreur, et il a continué son chemin. Cette nuit-là, j'ai été convoqué au bureau administratif du camp. Mon cœur s'est emballé. J'avais entendu des histoires. Je savais ce qui arrivait aux femmes convoquées au milieu de la nuit. Je suis entré dans la pièce en m'attendant au pire. Mais quand la porte s'est refermée derrière moi, il était là, seul, assis derrière un bureau couvert de papier. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas crié. Il a simplement demandé mon nom, mon âge, d'où je venais. J'ai répondu d'une voix tremblante. Il a tout noté en silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a complètement déconcerté. « Vous allez travailler à la cuisine administrative, à partir de demain. » Je n'ai pas compris. Travailler à la cuisine signifiait rester dans les installations des officiers, loin des autres prisonnières, loin des baraquements surpeuplés. C'était une position privilégiée. Et les privilèges, dans cet endroit, venaient toujours avec un prix. Mais il n'a rien demandé en échange. Il m'a simplement congédié. Les jours suivants, j'ai commencé à comprendre les rouages du camp. Il y avait des femmes destinées au service domestique. D'autres étaient forcées de travailler dans les usines de munitions voisines. Certaines étaient emmenées dans les quartiers des soldats la nuit. Et il y avait celles qui disparaissaient, tout simplement. Personne n'en parlait, mais tout le monde savait. J'étais protégée, temporairement. Et cela me terrifiait plus que n'importe quelle menace directe. Petit à petit, j'ai commencé à percevoir des schémas. Lui, le capitaine, apparaissait fréquemment à la cuisine. Il ne me parlait jamais directement devant les autres, mais ses yeux me suivaient. Et quand personne ne regardait, il laissait des choses pour moi. Un morceau de pain supplémentaire. Une pomme. Une fois, un petit morceau de chocolat enveloppé dans du papier. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais je savais que c'était dangereux. Les semaines ont passé dans une routine étrange. Je me levais avant l'aube, je préparais les repas pour les officiers, je nettoyais, je rangeais. J'évitais les regards des autres soldats. J'évitais les questions des autres prisonnières, qui se demandaient pourquoi j'avais été choisie. Je vivais dans une bulle fragile, consciente qu'à tout moment, elle pouvait éclater. Et puis, un soir de septembre, alors que je nettoyais la cuisine après le dîner, il est entré. Seul. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd qui a résonné dans mon ventre. Je me suis figée, le torchon encore à la main. Il s'est approché lentement, sans dire un mot. J'ai reculé instinctivement jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Puis, il a parlé. En français. Avec un accent, certes, mais dans ma langue. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Je n'ai pas répondu. Parce que la peur n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement éteindre sur commande. Pas dans un endroit comme celui-ci. Il a continué. Je sais que vous ne me croyez pas. Je sais ce que vous pensez de moi. De tous nous. Mais je ne suis pas. Je ne veux pas. Il s'est interrompu, a respiré profondément. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre de la bouche d'un officier allemand. Je ne voulais pas de cette guerre. Je ne voulais pas de ce camp. Et je ne veux pas que vous souffriez. Si vous écoutez cette histoire maintenant, vous vous demandez peut-être comment c'était possible. Comment une prisonnière française et un officier allemand se sont rapprochés au milieu de l'enfer. Mais la guerre ne suit pas la logique que nous imaginons. Elle ne respecte pas les frontières morales. Elle crée des situations qui ne devraient jamais exister. Et à l'intérieur de ces situations, des êtres humains prennent des décisions qui changent tout. Si cette histoire vous touche jusqu'ici, laissez un like sur cette vidéo. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce que ces mémoires doivent être entendues et rappelées. Les semaines ont continué à s'écouler. Lui et moi avons commencé à nous parler. Pas souvent, pas longtemps, toujours dans des moments volés, quand personne d'autre n'était là. Il me posait des questions sur ma vie avant la guerre, sur mes rêves, sur ce que j'aimais faire. Et moi, contre tous mes instincts, je répondais. J'ai appris qu'il s'appelait Klaus, qu'il avait 34 ans, qu'il avait été professeur de littérature avant la guerre, qu'il avait perdu sa femme lors d'un bombardement allié 2 ans auparavant, qu'il détestait ce qu'il faisait ici, mais qu'il n'avait pas le choix.
Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Je ne savais pas si je devais le croire. Mais ces mots portaient un poids que je reconnaissais. Le poids de quelqu'un qui était aussi prisonnier. Un soir d'octobre, alors que l'automne commençait à mordre l'air, il m'a apporté quelque chose. Un petit paquet enveloppé dans du tissu. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé un livre. Un vieux livre de poèmes français. Baudelaire. Les pages étaient jaunies, certaines cornées. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé dans les affaires confisquées, qu'il pensait que j'aimerais l'avoir. J'ai pris le livre avec des mains tremblantes. Et pour la première fois depuis mon arrivée dans ce camp, j'ai pleuré. Pas de douleur, pas de peur, mais parce que quelqu'un, dans cet enfer, avait pensé à me redonner un morceau d'humanité. Cette nuit-là, j'ai lu les poèmes à la lueur d'une bougie que j'avais réussi à garder cachée. Et j'ai compris que Klaus n'était pas comme les autres. Qu'il y avait en lui quelque chose qui résistait encore à la machine de guerre qui l'entourait. Mais je savais aussi que cette humanité faisait de nous deux des cibles. Parce que dans un camp où la cruauté était la norme, la gentillesse était une trahison. Ce qui s'est passé entre nous dans les semaines qui ont suivi ne ressemblait à rien de ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas une romance. C'était une survie partagée. Klaus venait me voir tard le soir, quand les autres officiers dormaient ou buvaient dans leur quartier. Il m'apportait des nouvelles du monde extérieur. Des rumeurs sur l'avancée des Alliés, des murmures sur la résistance française, des choses qu'il n'aurait jamais dû me dire. Et moi, je lui parlais de ma mère, de mon frère, de la boulangerie où je travaillais, de la vie simple que j'avais eue avant que tout s'effondre. Il écoutait comme si chaque mot comptait, comme si, à travers moi, il pouvait encore toucher quelque chose d'humain. Mais nous n'étions pas idiots. Nous savions que ce que nous faisions était une condamnation à mort pour nous deux. Les règles du camp étaient assez claires. Fraternisation avec les prisonnières, surtout pour un officier de haut rang, signifiait cour martiale. Exécution immédiate. Pour moi, cela signifiait quelque chose de pire. J'avais vu ce qu'il faisait aux femmes accusées de collaboration. Et pourtant, nous avons continué. Un soir de novembre, alors que l'hiver commençait à mordre l'air, Klaus m'a emmené dans une petite remise à l'écart du bâtiment principal. Il avait apporté une couverture, une bougie, un morceau de saucisson et un peu de vin qu'il avait volé dans les réserves des officiers. Nous nous sommes assis là, dans le froid, et pour la première fois depuis mon arrestation, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Il m'a parlé de sa vie en Allemagne, de sa femme, morte pendant un bombardement allié 2 ans plus tôt, de sa fille, évacuée chez sa sœur dans la campagne bavaroise. Il m'a dit qu'il ne croyait plus à la guerre, qu'il ne croyait plus à rien, qu'il restait parce qu'il n'avait nulle part où aller. Je l'ai écouté, et j'ai compris que nous étions tous les deux prisonniers. Cette nuit-là, quelque chose a basculé. Il m'a embrassé, doucement, avec une tendresse que je n'aurais jamais cru possible dans un endroit pareil. Et je l'ai laissé faire. Pas par peur, pas par obligation, mais parce que pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. Les semaines ont passé. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes, plus risquées. Klaus utilisait son rang pour m'éloigner des corvées les plus dures. Il modifiait les listes de travail. Il intervenait quand d'autres soldats me regardaient de trop près. Mais il ne pouvait pas me protéger complètement, parce qu'il y avait des choses qu'il ne contrôlait pas. J'ai vu des femmes disparaître. J'ai entendu des cris la nuit. J'ai su ce qui se passait dans les baraquements des soldats. Et j'ai compris que ma sécurité n'était qu'une illusion fragile, maintenue par un homme qui jouait avec sa propre vie. En janvier 1944, j'ai réalisé que j'étais enceinte. J'ai su avant même de manquer mes règles. Mon corps me l'a dit, une nausée constante, une fatigue écrasante, une terreur absolue. Parce que tomber enceinte dans ce camp, c'était signer mon arrêt de mort. Les femmes enceintes étaient soit transférées vers des camps de travail encore plus durs, soit éliminées. Personne ne parlait de ce qui leur arrivait vraiment. Mais tout le monde savait. J'ai attendu 2 semaines avant de le dire à Klaus. Quand je l'ai fait, il est devenu livide. Il s'est assis en silence, les mains tremblantes. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne laisserai personne te toucher. Mais il savait, comme moi, que sa promesse avait des limites.
Il a commencé à planifier. Il m'a retiré de toutes les listes officielles. Il m'a caché dans une petite pièce de stockage à l'arrière de la cuisine, loin des regards. Il m'apportait de la nourriture, des couvertures, des vêtements plus amples pour dissimuler mon ventre qui grossissait. Il prenait des risques insensés. Chaque jour, chaque nuit. Mais nous n'étions pas seuls dans ce camp. Et les secrets ne restent jamais secrets longtemps. En mars, un autre officier, un lieutenant nommé Steiner, connu pour sa cruauté, a commencé à poser des questions. Il avait remarqué que Klaus passait trop de temps près de la cuisine, que certaines rations disparaissaient, que quelque chose ne tournait pas rond. Klaus a essayé de le détourner, de le distraire, mais Steiner était têtu et dangereux. Un soir, il m'a trouvé. J'étais dans la remise, seul, en train de plier des draps. Il est entré sans frapper, m'a regardé de haut en bas, a souri. Un sourire qui m'a glacé le sang. Il a dit, en français approximatif, « Alors c'est toi, la petite Française du capitaine. » J'ai reculé, il a avancé, il a tendu la main vers mon ventre. J'ai essayé de me protéger, mais il était plus fort. Il a appuyé, fort, et j'ai crié. C'est à ce moment-là que Klaus est entré. Ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 30 secondes, mais chaque détail est gravé dans ma mémoire. Klaus a attrapé Steiner par le col, l'a projeté contre le mur. Steiner a sorti son arme. Klaus l'a désarmé. Ils se sont battus, violemment, jusqu'à ce que Klaus le mette au sol, le pistolet pointé sur sa tempe. Steiner a ri. Même avec une arme sur la tête, il a ri. Et il a dit « Tu es fini, Klaus, fini ». Klaus ne l'a pas tué. Il l'a laissé partir. Et c'est là qu'il a fait sa plus grande erreur. Parce que le lendemain, Steiner est allé voir le commandant du camp. Quand Klaus est venu me voir cette nuit-là, je l'ai vu dans ses yeux. Il savait que c'était la fin. Le commandant l'avait convoqué. Une enquête allait être ouverte. Steiner avait tout raconté. Klaus allait être jugé pour fraternisation avec une prisonnière, pour trahison envers le Reich, pour avoir mis en danger la discipline du camp. La sentence était déjà écrite. Il s'est assis à côté de moi dans la pénombre. Il a posé sa main sur mon ventre, a senti le bébé bouger. Et pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Il m'a dit qu'il avait un plan, qu'il allait me faire sortir du camp, me faire passer pour une travailleuse transférée vers une autre installation, falsifier les documents, me donner de faux papiers, me conduire lui-même jusqu'à la frontière suisse, si nécessaire. Je lui ai demandé ce qu'il adviendrait de lui. Il n'a pas répondu. Le lendemain, il a commencé à mettre son plan en œuvre. Mais il était trop tard. Le commandant avait déjà ordonné une inspection complète du camp. Toutes les prisonnières devaient être recensées. Toutes les anomalies devaient être identifiées. Et moi, caché depuis des mois, j'étais l'anomalie la plus flagrante. Ils m'ont trouvé un matin de mai. 3 soldats sont entrés dans la remise, m'ont tiré dehors, m'ont traîné jusqu'au bureau du commandant. Klaus était déjà là, debout, menottes au poignet. Le commandant nous a regardés tous les deux, avec un mélange de dégoût et de fascination. Il a ordonné qu'on me fouille. Quand ils ont vu mon ventre, ils ont compris. Le commandant a demandé à Klaus si l'enfant était le sien. Klaus a dit oui. Et c'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Klaus a été arrêté sur le champ, emmené. Je ne l'ai plus jamais revu. On m'a dit plus tard qu'il avait été transféré vers une prison militaire en Allemagne, qu'il avait été jugé, qu'il avait été exécuté pour trahison en juillet 1944. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai jamais eu de preuves. Mais au fond de moi, j'ai toujours su. Moi, on ne m'a pas tué. Pas tout de suite. Ils avaient d'autres plans. J'ai été isolé dans une cellule, seul, sans nourriture décente, sans soins médicaux. Ils attendèrent que je perde l'enfant, que mon corps abandonne, que tout se règle naturellement. Mais l'enfant a tenu bon, et moi aussi. En août 1944, alors que les Alliés progressaient en France, le camp a commencé à se vider. Les Allemands détruisaient des documents, évacuaient des prisonnières vers l'Est, effacèrent les traces. Dans le chaos, je suis passé inaperçu. Ou peut-être que quelqu'un, quelque part, a décidé de fermer les yeux. J'ai accouché seul, dans cette cellule, par une nuit d'orage. Pas de sage-femme, pas de médecin,
Juste moi, la douleur et le bruit de la pluie contre les murs. J'ai mordu un morceau de tissu pour ne pas crier. J'ai coupé le cordon avec un bout de métal rouillé que j'avais trouvé dans un coin. J'ai nettoyé le bébé avec l'eau de pluie qui coulait par une fissure du plafond. C'était un garçon. Il était petit, fragile, mais il respirait, et il pleurait. Et dans ce cri, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. 2 jours plus tard, le camp a été libéré par les forces françaises et américaines. Quand les soldats ont ouvert ma cellule, j'étais recroquevillée dans un coin, le bébé serré contre ma poitrine. Ils m'ont regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pitié, horreur, dégoût peut-être, parce qu'ils savaient. Ils voyaient mon enfant, et ils voyaient ce qu'il représentait. Un soldat américain m'a tendu une couverture, un autre m'a apporté de l'eau, mais personne ne m'a posé de questions, pas ce jour-là. On m'a emmené dans un hôpital de campagne. Là, une infirmière française m'a soigné. Elle a examiné le bébé, l'a pesé, l'a emmailloté, puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « C'est l'enfant d'un Allemand, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a rien dit de plus, mais son silence disait tout. Revenir en France après la libération n'a pas été un retour à la vie. C'était un retour à une autre forme de prison. Parce que dans un pays qui venait de se libérer de l'occupation, une femme avec un enfant allemand n'était pas considérée comme une victime. Elle était une traîtresse. Quand je suis arrivée à Épernay, c'était le début de l'automne 1944. Les feuilles commençaient à tomber. Les vignobles étaient dorés sous le soleil pâle, mais la ville que j'avais connue n'existait plus. Pas physiquement. Les bâtiments étaient encore debout, les rues portaient les mêmes noms, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une tension dans l'air, une soif de vengeance à peine contenue. Les gens cherchèrent des coupables, des boucs émissaires, des exemples. Et les femmes comme moi étaient des cibles parfaites. Ma mère était encore vivante. Elle m'attendait dans notre petite maison près de l'église. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue là, debout sur le seuil avec un bébé dans les bras, son visage s'est décomposé. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas pleuré de joie. Elle a simplement regardé l'enfant. Puis, elle a regardé mes yeux. Et elle a compris. « C'est l'enfant d'un Allemand », a-t-elle murmuré. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. Elle a fermé les yeux un long moment. Quand elle les a rouverts, il y avait des larmes, mais pas de la joie. C'était de la honte, de la peur, du désespoir. « Entre », a-t-elle dit d'une voix brisée. « Entre avant que quelqu'un te voie. » Je suis entrée. La maison sentait encore le pain frais et la lavande, comme avant. Mais tout semblait plus petit, plus sombre, plus étouffant. Ma mère a refermé la porte rapidement, a tiré les rideaux, puis elle s'est retournée vers moi. « Qu'est-ce que tu as fait, Aveline ?» Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je voulais lui expliquer, lui raconter tout ce qui s'était passé, le camp, Klaus, la survie. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Parce que je savais que quoi que je dise, ce ne serait jamais suffisant. Jamais assez pour effacer ce qu'elle voyait. Sa fille revenue avec l'enfant de l'ennemi. Mon frère, Pierre, est rentré 1 heure plus tard. Il avait 17 ans maintenant. Plus grand, plus dur. Les années d'occupation l'avaient transformé. Quand il m'a vue assise à la table de la cuisine avec le bébé dans mes bras, il s'est figé. « C'est elle ?» a-t-il demandé à notre mère sans même me regarder. « Oui », a-t-elle répondu dans un souffle. Il a posé son regard sur moi. Un regard froid, distant, comme si j'étais devenue une étrangère. « Ils t'ont prise dans la rafle d'août 43, a-t-il dit lentement. « On a cru que tu étais morte. On a pleuré pour toi. Et maintenant tu reviens. Avec ça. Ça, c'est comme ça qu'il a appelé mon fils. Pas lui, pas le bébé, ça. Pierre. J'ai essayé de parler mais il m'a coupé. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu as couché avec un Boche. Tu as trahi la France. Tu as trahi papa. Notre père était mort en 1940, tué lors de la débâcle. Pierre ne lui avait jamais pardonné d'être mort. Et maintenant, il ne me pardonnerait jamais d'être revenu. Il est sorti de la maison. Et il ne m'a plus jamais adressé la parole.
Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Ma mère m'a caché dans la maison. Elle ne voulait pas que les voisins me voient. Elle avait peur de ce qu'ils feraient, parce qu'elle savait. Elle avait vu ce qui arrivait aux femmes accusées de collaboration horizontale. On les tondait en public, on les déshabillait, on les marquait au goudron, on crachait sur elles, on les battait. Certaines étaient violées par des hommes qui se disaient résistants. Certaines étaient tuées. Et personne n'intervenait, parce que c'était la justice populaire, la purge nécessaire. Ma mère m'a dit de rester à l'intérieur, de ne pas sortir, de ne faire aucun bruit. Elle disait aux voisins que j'étais morte dans un bombardement, que je n'étais jamais revenue. Mais les secrets ne restent jamais secrets longtemps dans une petite ville. Une semaine après mon retour, quelqu'un a parlé. Peut-être une voisine qui m'avait aperçue à travers une fenêtre. Peut-être quelqu'un qui avait entendu les pleurs du bébé. Peut-être mon propre frère dans un moment de colère. Un matin, j'ai entendu des voix dehors, des cris, des accusations. Ma mère a couru vers la fenêtre, a écarté légèrement le rideau. Son visage est devenu livide. « Ils sont là », a-t-elle murmuré. « Ils savent. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai serré Jean contre ma poitrine. Il dormait paisiblement, inconscient du danger. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé, la voix brisée par la panique. Ma mère s'est retournée vers moi. Pour la première fois depuis mon retour, j'ai vu de la détermination dans ses yeux. « Tu prends le bébé, tu sors par l'arrière, tu cours jusqu'à la grange des Moreau, tu te caches, et tu ne reviens pas avant que je vienne te chercher. Maman, fais ce que je te dis. » J'ai obéi. J'ai attrapé Jean, l'ai enveloppé dans une couverture, et je me suis faufilée par la porte arrière pendant que ma mère allait affronter la foule devant notre maison. J'ai couru à travers les champs, pieds nus, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Derrière moi, j'entendais les voix, les cris, les accusations, mais je ne me suis pas retournée. Je suis arrivée à la vieille grange abandonnée des Moreau et me suis cachée dans le foin. Jean s'est réveillé et a commencé à pleurer. J'ai essayé de le calmer, de le nourrir, mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Je suis restée là pendant des heures, terrifiée, attendant, me demandant ce qui était arrivé à ma mère. Quand elle est finalement venue me chercher, la nuit était tombée. Son visage était marqué, ses yeux rouges. Elle avait vieilli de 10 ans en quelques heures. « Ils sont partis ?» a-t-elle dit d'une voix éteinte. Je leur ai dit que tu n'étais pas revenue, que c'était une rumeur, que tu étais morte. Ils ne m'ont pas cru, mais ils sont partis, pour l'instant. Et maintenant ? Elle m'a regardé longuement. Puis elle a pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Tu ne peux pas rester ici, tu dois partir, loin, où personne ne te connaît. Mais où ? Paris, tu iras à Paris, tu changeras de nom, tu inventeras une nouvelle histoire, tu diras que ton mari est mort à la guerre, que cet enfant est français. Maman, je ne peux pas. Si, tu peux et tu dois, parce que si tu restes ici, ils te tueront, toi et l'enfant. Elle avait raison. Je le savais. Alors j'ai accepté. 3 jours plus tard, avec l'argent que ma mère avait économisé pendant des années, j'ai pris le train pour Paris. J'ai laissé derrière moi tout ce que j'avais connu. Ma ville, ma famille, mon nom. Je suis devenue Aveline Dubois, veuve de guerre, mère d'un petit garçon français nommé Jean. Et pendant des décennies, j'ai vécu ce mensonge. Paris était une ville en reconstruction. Les cicatrices de la guerre étaient partout. Les bâtiments bombardés, les rues encore jonchées de débris, les gens qui marchaient avec des regards hantés. Mais c'était aussi une ville où on pouvait disparaître, où personne ne posait trop de questions si on ne voulait pas répondre. J'ai trouvé une petite chambre dans le Marais, un endroit modeste, à peine plus grand qu'un placard, mais c'était à moi. J'ai trouvé du travail comme couturière dans un atelier près de Bastille. Le propriétaire, un vieil homme qui avait perdu sa femme et ses 2 fils pendant la guerre, ne m'a posé aucune question. Il m'a simplement donné du travail. J'ai élevé Jean dans le silence et le secret. Je lui ai appris à lire, à écrire, à être gentil, à ne jamais poser de questions sur son père. Je lui ai dit que son père était un héros, qu'il était mort en défendant la France, que c'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. Et pendant des années, il m'a cru.
Mais les enfants grandissent, et avec eux grandissent les questions. Jean avait 10 ans quand il a commencé à remarquer que quelque chose ne collait pas, que notre histoire avait des trous, que je changeais de sujet chaque fois qu'il demandait des détails, que je n'avais aucune photo de son père, aucune lettre, aucune preuve. Il a commencé à fouiller, dans mes affaires, dans mes tiroirs, dans la petite boîte que je gardais cachée sous mon lit. Et un jour, il a trouvé ce que je cachais depuis toujours. La photo de Klaus, floue, presque effacée par le temps, mais reconnaissable. Un homme en uniforme allemand. Jean avait 14 ans quand il me l'a montré. Nous étions assis à la table de la cuisine. Il a posé la photo devant moi sans dire un mot. Mon cœur s'est arrêté. « C'est lui », a-t-il demandé calmement, trop calmement. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. « C'est mon père, n'est-ce pas, ce soldat allemand ?» J'ai fermé les yeux, inspiré profondément, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis le début. J'ai dit la vérité. Je lui ai tout raconté. Le camp, Klaus, la grossesse, la condamnation, la fuite, le rejet. Chaque mot, chaque détail, chaque larme que j'avais retenue pendant des années. Quand j'ai terminé, Jean ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il était juste assis là, silencieux, regardant cette photo comme si elle détenait toutes les réponses du monde. Puis il a levé les yeux vers moi. « Tu as survécu », a-t-il dit simplement. « C'est tout ce qui compte. » Et il m'a serré dans ses bras. À ce moment-là, j'ai su que j'avais réussi. Que malgré tout, malgré la guerre, malgré les mensonges, malgré la honte, j'avais élevé un homme bon. Mais je savais aussi qu'il porterait désormais un fardeau qu'il ne pourrait jamais déposer. Le fardeau de savoir qui il était vraiment et d'où il venait. Jean est mort en 2003, un cancer foudroyant. Il avait 59 ans. Je l'ai enterré à côté de ma mère, dans le petit cimetière d'Épernay où je n'étais pas retournée depuis des décennies. Après sa mort, je me suis retrouvée seule, complètement seule. Tous ceux qui connaissaient mon histoire étaient morts ou disparus. Et j'ai réalisé que si je ne parlais pas maintenant, cette vérité mourrait avec moi. C'est pour cela que j'ai accepté de donner cette interview en 2018, à 82 ans, assise dans mon petit appartement à Paris, devant une caméra, avec une journaliste qui m'a écoutée pendant des heures, sans m'interrompre. Je lui ai tout raconté, pas pour me justifier, pas pour demander pardon, mais pour témoigner. Parce que l'histoire de la guerre n'est pas seulement celle des batailles et des généraux, c'est aussi celle des femmes comme moi, des hommes comme Klaus, des enfants comme Jean, des vies prises dans un engrenage qui ne laissait aucune place à la nuance. Quand l'interview a été diffusée, elle a provoqué un scandale. Certains m'ont traité de collaboratrice, d'autres ont dit que je romantisais l'ennemi, que j'insultais les vraies victimes de la guerre, que mon histoire n'avait pas sa place dans la mémoire collective. Mais il y en a eu d'autres, d'autres femmes, d'autres enfants nés de ces unions interdites, qui m'ont écrit, qui m'ont remercié, qui m'ont dit « Enfin, quelqu'un a osé parler ». Parce que nous étions des milliers de femmes françaises, belges, polonaises, qui avaient eu des enfants avec des soldats allemands, par amour, par survie, par violence, peu importe. Nous avions toutes été effacées de l'histoire officielle. Et nos enfants avaient grandi dans le silence. Je suis morte 5 ans après cette interview, en 2023, entourée de mes petits-enfants, les enfants de Jean, qui portent en eux le sang de 2 mondes qui se sont affrontés. Les causes exactes de ma mort n'ont jamais été totalement éclaircies. Certains ont parlé d'une chute, d'autres d'un malaise. Mais au fond, je crois que mon corps avait simplement décidé qu'il en avait assez, qu'il avait assez porté, assez survécu. Aujourd'hui, mon histoire est conservée dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel français. Elle est étudiée dans certaines universités, discutée dans certains cercles académiques, contestée aussi, mais elle existe, et c'est tout ce que je voulais. Parce que la guerre ne se termine pas quand les armes se taisent, elle continue dans les corps, dans les mémoires, dans les enfants qui naissent avec des questions auxquelles personne ne veut répondre. Klaus est mort en 1944, Jean est mort en 2003, et moi, je suis morte en 2023. Mais notre histoire, elle, refuse de mourir. Elle continue de poser des questions qui dérangent,
qui bousculent, qui nous forcent à regarder la guerre autrement. Non pas comme un affrontement simple entre le bien et le mal, mais comme un chaos humain où des gens ordinaires ont fait des choix extraordinaires. Parfois héroïques, parfois terribles. Souvent les deux à la fois. Je n'ai jamais demandé qu'on me pardonne. Je n'ai jamais demandé qu'on me comprenne. J'ai simplement demandé qu'on m'écoute. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous l'avez fait. Alors maintenant, je vous pose une question. Une seule. Si vous aviez été à ma place, dans ce camp, enceinte, terrorisée, face à un homme qui représentait tout ce que vous devriez haïr, mais qui était la seule chose qui vous maintenait en vie, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous refusé sa protection par principe? Auriez-vous laissé mourir votre enfant pour rester pur? Ou auriez-vous fait exactement ce que j'ai fait? Survivre. Parce que c'est tout ce qui nous reste, à la fin, la survie et la mémoire. Cette histoire n'est pas seulement celle d'Aveline Maréchal, c'est celle de milliers de femmes dont les noms ont été effacés, dont les vies ont été jugées avant même d'être entendues, dont les enfants ont grandi dans l'ombre d'un secret trop lourd à porter. Des femmes qui ont survécu à la guerre, mais pas au jugement de la paix. Des femmes qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont choisi la vie, quand tout autour d'elles choisissait la mort. Leurs histoires méritent d'être racontées, pas pour les glorifier, pas pour les condamner, mais pour les comprendre. Aveline a porté son secret pendant 60 ans. Elle a élevé son fils dans le mensonge parce que la vérité était trop dangereuse. Elle a vécu avec la honte que d'autres lui ont imposée, alors qu'elle n'avait fait que survivre. Et quand elle a finalement parlé, à 82 ans, ce n'était pas pour se justifier, c'était pour témoigner, pour dire au monde « J'étais là, j'ai vécu cela, et vous devez le savoir ». Aujourd'hui, en écoutant son témoignage, nous sommes forcés de nous poser des questions inconfortables. Que faisons-nous quand l'histoire refuse de se plier à nos catégories morales simples? Que faisons-nous quand une victime devient aussi une survivante d'une autre forme de violence? Celle du jugement, du rejet, de l'effacement? Que faisons-nous quand l'humanité surgit là où nous ne l'attendions pas, chez un ennemi en uniforme qui choisit de protéger plutôt que de détruire? Ces questions ne disparaissent pas avec le temps. Elles restent, elles nous hantent, elles nous rappellent que la guerre ne se termine jamais vraiment, qu'elle continue de vivre dans les corps, dans les mémoires, dans les enfants qui grandissent, en se demandant d'où ils viennent, et dans le silence de ceux qui ont choisi de ne jamais parler. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé que derrière chaque grande tragédie se cachent des milliers de petites tragédies personnelles, alors aidez-nous à préserver ces mémoires. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à découvrir des témoignages historiques qui défient ce que nous croyons savoir. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun récit. Likez cette vidéo si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a fait ressentir. Partagez vos réflexions. Racontez si vous ou quelqu'un de votre famille a vécu quelque chose de similaire. Parce que ces conversations sont importantes. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas un monument figé dans le passé. C'est une mémoire vivante qui continue de nous parler, de nous interroger, de nous transformer. Aveline Maréchal est morte en 2023, mais son histoire, elle, refuse de mourir. Elle continue de raisonner, de questionner, de nous forcer à regarder la guerre autrement. Non pas comme un affrontement simple entre le bien et le mal, mais comme un chaos humain où des gens ordinaires ont pris des décisions extraordinaires. Parfois héroïques, parfois impossibles. Souvent les deux à la fois. Et c'est dans ces nuances que se trouve la vraie leçon de l'histoire.